Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Gridiron. Nous sommes le mercredi 11 novembre, jour férié, qui ressemble grosso modo à toutes les soirées depuis quelques jours que nous sommes tous chez nous pour ce confinement. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui, on devait se retrouver lundi. On a décidé de décaler de quelques jours pour préparer une émission spéciale sur le Power Ranking de cette moitié de saison. Un gros classement, les tops, les flops, les rookies, les grosses surprises ou les équipes à qui on va dire dommage, see you next year. On va faire le tour ensemble des 32 équipes de la NFL à mi-saison, à quelques jours du week 10 de la saison 2020. La trading deadline est également pas loin dans le coin du rétroviseur. Y a-t-il des mouvements à voir? C'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. J'accueille mes deux invités que vous connaissez bien. C'est le retour d'Adri et Eric qui nous rejoindront dans quelques secondes. Tout de suite, le générique. Et voilà, nouveau générique pour continuer cette saison NFL. Nous sommes à la moitié, week 10. Déjà 9 journées de championnat, pas mal de bananes en fantasy football notamment, pas mal de blessures. Une saison un petit peu spéciale, c'est certain, mais qui garde tout le monde en haleine. Côté français, pour le moment, c'est la suspension, bien évidemment, en tout cas jusqu'à la fin du confinement, mais les championnats sont toujours d'actualité. Kick-off fin janvier. On profitera des prochaines émissions pour commencer un preview du championnat élite, tout en suivant, bien entendu, l'actualité de toutes les associations françaises. Je vous en ai parlé en introduction. Il est de retour. On ne l'a pas vu pendant quelques semaines chez French Gridiron. Il est avec nous ce soir. C'est Adri qui est là. Salut Adri. Salut Pierre, salut Eric et salut à tous, un vrai plaisir d'être de retour à nouveau après effectivement quelques semaines d'absence, toujours un plaisir de participer au French Gridiron. Alors, comment c'était pour toi cette première moitié de saison? Écoute, hyper intéressante comme prévu en fait, hein, beaucoup de changements de classement. On est passé sur des Patriots, hein, bien sûr, qui sont plus là, qui font plus trop la fête depuis le départ de Tom Brady. Des petites surprises, hein, comme prévu aussi plus ou moins, avec des Dolphins qui continuent sur leur lancée de fin de saison dernière et qui sont en ce moment en haut du classement. Je pense aussi aux Raiders, je pense à qui d'autre, aux Browns, aux Cardinals peut-être, qui confirment un petit peu de leur statut d'outsider là, depuis quelques temps. Et puis bien sûr, hein, le Covid qui vient foutre la merde là-dedans tout doucement, petit à petit. On en reparle là dernièrement aussi. On espère que ça va tenir. La NFL parle de changement de play-off peut-être, de format de play-off si jamais ça part mal au niveau Covid. On espère que ça va tenir le coup. En tout cas, très très belle saison. Et puis voilà, ça permet de mettre un peu de gaieté et de joie dans nos dimanches soirs de confinos là dernièrement. Donc heureusement qu'on a ça, j'ai envie de dire. C'est un peu le minimum de la NFL. Il nous a rejoint Mm. également en troisième partie de l'écran. C'est le crooner du football américain. Salut tout le monde, merci pour cette introduction des plus sympathiques. Toujours un plaisir également d'être ici. Alors pareil, comme Adri, ton impression, ton retour, ton feedback, on est à mi-saison. Comment ça s'est passé pour toi et comment tu vois la suite? Pour le moment, il y a quand même, comme le disait Adri, il y a quelques petites surprises, hein, des choses où on ne s'attendait pas forcément à ce que ça puisse se passer ainsi. Tu parlais des Pats, par exemple, je ne pensais pas que ça pourrait, bon, c'est un peu tôt pour dire tomber aussi bas, mais on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Après, voilà, il y a des tendances qui se confirment, comme celle des Bills, celle des Titans, celle des Cards, tu en parlais également. Des Chiefs toujours aussi impressionnants, et effectivement, des bonnes surprises comme les Dolphins, par exemple. Après, effectivement, c'est assez compliqué d'un point de vue Covid qui a un petit peu chamboulé tout ça. Alors, c'est vrai que nous, qui nous spécialisons en fantasy, autant te dire que c'est une année plus que compliquée, puisque visiblement, cette année, les dieux du football demandent beaucoup plus de sacrifices sur l'autel des offrandes
Du coup, on se retrouve avec énormément de blessés. Donc, c'est vrai que c'est une saison un petit peu compliquée, je pense, pour certaines équipes. Je pense notamment aux Niners, aux Eagles. C'est pas évident, quoi. Et puis aussi les Cowboys qui ont perdu Dak Prescott. Pour la suite, on espère que ça va tenir. Hein, pareil, c'est la même chose. Hein. On voit déjà des prétendants qui commencent à se dessiner. C'est ce qu'on va essayer de voir au cours de l'émission. Mais effectivement, toujours cette petite peur qu'une grosse échappée du Covid vienne vraiment complètement chambouler, comme ça a failli le faire en début de saison, autour de la semaine 3-4. Donc, affaire à suivre. Tiens, si on commençait, je vais nous mettre comme ça, ce sera plus simple. Si on commençait par finalement le probablement méga flop de la saison, qu'est-ce que vous metteriez en avant, Adri, si tu devais vraiment retenir un élément qui t'a déçu sur ce début de saison? La NFC Est? Trop simple ça comme réponse? La NFC Est, vraiment, vraiment décevante. Et puis effectivement, on parlait des plus grands coachs là il y a quelques mois, Pierre, avec Bill Belichick entre autres, bien sûr. En fait, je m'attendais à mieux. On peut pas tout mettre sur le dos de Cam, on peut pas tout mettre sur le dos des cas Covid qui ont décidé d'opt-out cet été pour les Pats. Je m'attendais à mieux. Je pensais qu'ils savaient faire vraiment avec les éléments à dispo, quoi, tout simplement. Et c'est pas le cas. Donc, je suis un peu déçu de ce soi-disant meilleur coach au monde en NFL en tout cas. C'est un peu ce que je retiens de ce début de saison. Et à l'opposé, la vraie bonne surprise? Écoute, les Bills, on en parlait depuis début de saison dernière. Pour moi, ils confirment vraiment, on en parlera tout à l'heure, là, mais c'est vrai que ça y est, ils commencent à récupérer une défense qui, au niveau à laquelle on l'attendait, en tout cas en début de saison. Et pour moi, je pense que je suis celui qui a les amis plus haut dans notre classement, on verra ça, mais pour moi, c'est une force majeure en AFC cette année. Et d'ailleurs, j'ai eu l'impression que finalement, les 2 premiers matchs de Tua, on avait beaucoup parlé du fait que ce déchirement un peu de cœur de Gardner Minshew, mais finalement, les 2 premiers matchs de Tua sont plutôt très encourageants, notamment pour le futur des Bills et d'ailleurs les DB, quelle escouade défensive, une des meilleures équipes contre la passe de ce début de saison. Eric, si tu vraiment sur un élément précis où tu t'attendais à beaucoup mieux, tu relèverais quel élément de la saison? Assez clairement, je suis assez du même avis que Adrien, donc je vais essayer de donner autre chose. Mais très clairement, les grosses déceptions, elles se situent du côté des Falcons aussi. Je sais que c'est pas évident pour cette équipe qui vraiment a quelques trous au niveau de la défense, mais vraiment, même si là sur ces 2 derniers matchs, on a pu voir quelques petits flashs, on va dire. Là, trop de chocs cette année, de remontées improbables en dernière minute, de défaites assez ridicules. Et puis, il y a aussi de l'autre côté les Browns qui ne confirment toujours pas. Donc, je commence à me poser un petit peu des questions sur le vrai potentiel au final des Browns qui commencent très très bien et finalement, dès qu'on oppose un challenge un petit peu plus corsé, semble avoir des difficultés à trouver des solutions efficaces pour gagner. Donc voilà, ça c'est mes petites déceptions et pareil, NFC East et Patriots bien évidemment. Et à l'opposé, pareil, le truc, l'élément qui t'a vraiment positivement surpris? Alors là, ce qui me surprend, enfin, je sais pas si ça me surprend, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir ça, c'est la confirmation des Cardinals qui continuent à step up un petit peu cette première partie de saison. Je prenais l'exemple, ne serait-ce que de Kyler Murray, on voit qu'il y a une vraie transition qui est en train de s'opérer. Même si certains diront que oui, elle s'opère un petit peu trop du côté du RPO et des courses de Kyler Murray. Pour rappel, il est à peu près là à 500 yards sur la saison. L'année dernière, c'est ce qu'il fait tout le long de la saison. Mais en tout cas, l'ajout de DeAndre Hopkins c'est vraiment une vraie plus-value pour l'équipe. Et je suis assez vraiment toujours un plaisir en fait de regarder les matchs des Cards cette année. Donc très très content, très très content. Rookie le Mahomet Sleep pour Kyle Murray, une deuxième saison qui se destine à devenir un des leaders de la ligue au poste de quarterback. Oui,
C'est possible, hein, c'est envisageable, hein, c'est envisageable. Belle analyse, merci les gars. Oui. Waouh. Non, bien sûr, mais ça fait partie des joueurs qui sont de la nouvelle école des QB, hein, un peu à la Mahomes, les QB qui courent, un peu à la Lamar Jackson. Mais Lamar Jackson, on aurait pu en parler hein, dans les légères déceptions. Je pense qu'Eric est d'accord là-dessus. Non, absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Il n'arrive pas à garder une pauvre Lamar. Ça y est, l'émission est partie. Depuis 2-3 minutes, là, 5 minutes, ça y est, ça chauffe, c'est bien. Si tu commences à parler des Ravens, ça va pas le faire. Là, on va être obligé de se cacher. Non, voilà, c'est toi qui les a rankés le moins bien. C'est vrai, parce que je suis réaliste, même si je suis extrêmement fan, je suis assez réaliste sur ce que je vois lors des matchs, et c'est vrai que j'aurais pu en parler. Ça devient symptomatique, cette difficulté en fait à conserver, on va dire, un avantage tel qu'il soit, à convertir des third down, un play call parfois complètement abusif quand tu envoies 3 run QB qui sont prévus à la suite. Au bout d'un moment, quand tu joues contre des défenses un petit peu intelligentes, ça peut pas passer. Et c'est ce qui nous met dedans dans certains matchs, comme celui contre les Steelers. Lamar qui, après avoir passé une saison MVP, commence à montrer certaines... En fait, si tu veux, ses faiblesses sont bien mises en exergue parce que les défenses étudient. Donc on commence à voir de plus en plus ses défauts. Et ça se ressent dans les matchs. C'est pour ça que j'ai un petit peu tempéré on va dire mes attentes vis-à-vis de ce ranking. Et effectivement, secrètement, intérieurement, j'avoue que je suis un petit peu déçu par les Ravens pour ce début de Raillé, là, par la saison non mais voilà, c'est ce que vous me faites dire, c'est dégueulasse, mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je sois honnête. Non, c'est non, c'est vrai. Ravens Super Bowl, du coup. Voilà. Et dans les bonnes surprises de la saison, je suis vraiment impressionné par cette classe de rookies, notamment au poste de quarterback, qui ont tous pris, disons, dans des conditions particulières. Je pense notamment à Burrow qui se bat comme un lion du côté des Bengals. Ça, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on sent une équipe vraiment pas au niveau, mais en tout cas qui se bat. Joe Burrow est loin d'être innocent à tout ça. Le dernier match de Tua, je crois, de mémoire, c'est 21 ou 22 points de fantasy, je pense. Un truc comme ça. Donc, c'est quand même très satisfaisant. Et puis, Justin Herbert, qui a pris la suite suite au poumon percé de son maintenant remplaçant, qui finalement fait plutôt fière allure du côté des Chargers. J'ai trouvé cette classe de quarterback et on n'a pas vu Jordan Love, on n'a pas vu Jalen Hurts. Je trouve cette classe de quarterback très très intéressante, alors que tout le monde parle de Trevor Lawrence déjà l'année prochaine, mais déjà sur ses premières années, en tout cas pour moi, belle surprise. Tu peux même rajouter Jake Luton qui a fait son grand début là pour les Jags cette semaine et qui mine de rien, il a fait son match aussi. On peut pas dire que c'est à cause de lui que les Jags perdent à nouveau, mais c'est vrai que ces QB rookies là, ils montrent de belles choses et bon le reste de leur équipe suit pas. C'est dommage, mais comme tu disais, Burrow, Herbert, Luton même dernièrement et Tagovailoa sont vraiment hyper impressionnants et jouent à leur niveau de cette classe de QB là, 2020 qui était hyper intéressante à avoir joué. Ouais. Après, effectivement, c'est vrai que la déception, en tout cas de cette première partie de saison, mais c'est un peu innocent, c'est Philadelphie, c'est Dallas, c'est la blessure de Dak, c'est une conférence vraiment particulière. Les gars, je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet. On va maintenant se mettre à ranker les équipes, le méga ranking de cette saison. Donc, en fait, on a fait un ranking en amont. Chacun a fait sa colonne de la première à la moins bonne équipe. Je vais vous partager avec moi. On a une tier list à côté dans laquelle on va pouvoir mettre tout ça ensemble. Et je vais tout de suite mettre dans l'écran cette tier list. Je vais vous enlever les titres pour qu'on puisse mieux voir tout ça. Donc le principe est très simple. Nous avons toutes les équipes de la NFL qui sont listées en différentes catégories, les prétendants pour le Super Bowl, les qualifiés aux playoffs, les équipes qui sur un malentendu pourraient passer, les équipes en construction à qui on donne rendez-vous l'année prochaine, et les équipes qui sont
en délire complet dans, dans ce début de saison. Et je propose, assez facile, Eric, est-ce que tu te sens de commencer pour les places, les 3 dernières places, on va dire, 32, 31 et 30? Les mauvais? Ouais. Très bien. Alors allons-y pour les mauvais. Alors sans grande surprise, numéro 32, bien évidemment les New York Jets. Voilà. Hein. Je pense que c'est une surprise pour personne. Tout simplement, il y a pas grand-chose. Hein. Les derniers, hein. Ouais, on l'a tous C'est mis l'équipe. dernier. Très clairement, on l'a tous mis dernier. Alors voilà, c'est assez triste à voir, mais effectivement, les Jets ont failli gagner un match. Et puis, heureusement, ils sont vite revenus à la raison en se disant, mais attendez, non, il faut absolument qu'on ait le first pick. Du coup, ils se sont simplement dit, non, mais attendez, vous savez quoi, on va pas jouer pendant le 4e quart-temps. Peut-être que les Pats, ils arriveront à gagner. Et bien, ça s'est passé. Donc voilà, mais bien sûr, comme le soutient Joe Douglas, hein, le JM des Jets, Adam Gaze n'est pas un problème. Voilà, c'est la solution. Donc voilà, et quand on a une solution pareille, on se dit qu'on n'a pas besoin de problème. Donc bravo les Jets. Bravo. Sauf que d'ailleurs, on a vu une vidéo de Florian d'ailleurs sur comprendre le football américain.fr qui nous dit quelles sont les équipes de foot à New York. Je savais pas qu'il y avait du foot à New York cette année parce que c'est pas bien mieux du côté des Giants. Pour les Jets, le calendrier, Adri, je crois que c'est un bye week en 10. C'est ça. Ensuite, ça joue les Chargers. Chargers et Miami, ouais, effectivement. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que là, ils vont pas perdre cette semaine. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour eux. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, ils vont enchaîner avec 2 nouvelles défaites, hein, a priori. Bon, écoute, ils avaient 13 points d'avance contre les Pats. Ils ont, tu sais, Eric, tu disais, ils ont pas joué le 4e quart-temps, mais pour moi, ils l'ont encore trop joué. Et du coup, ils ont demandé à Joe Flacco de balancer une bonne grosse passe là, une bonne grosse interception à la fin pour être vraiment sûr que les Pats récupèrent la balle et puissent remonter au score. Donc fabuleux, franchement. Très belle équipe des Jets. Trevor Lawrence, je pense qu'il va rester en NCAA du coup l'année prochaine. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'aimerais bien qu'il les troll un petit peu, les Jets, quoi, et qu'ils restent en NCAA du coup, du côté de Clemson. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un peu la tendance dans les news que Lawrence prendrait pas la direction de la draft si les Jets gardaient ce premier pick. Ouais, le problème, c'est que c'est très très mal vu quand même, hein, de la part de tout le monde de blacklister comme ça une équipe, ça joue pas le jeu, quoi. Donc il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent effectivement tu devrais pas jouer pour cette équipe-là, ou en tout cas pas si Adam Gase est encore là. Et d'autres qui disent non, c'est le jeu, faut accepter ça et faut y aller. Mais bon, à voir ce que ça va donner en avril, là, ça sera bien. On n'ira pas sur la question de qu'est-ce qui manque aux Jets, hein, pour gagner, parce que là c'est à peu près tout, c'est très long. Ce serait très long. Ensuite, place 31, toujours dans ces équipes un peu bizarres. Est-ce qu'on va du côté de Dallas, du côté de Washington, de New York, Jacksonville? Eric, toujours à toi. Alors, parmi, on va dire, ce collectif de tankistes, si je puis dire, après tout, je vous rappelle qu'on est dans le mois de novembre, c'est le Salute to Army, donc tous les militaires, tous les tankistes de la NFL sont mis à l'honneur, et ce sera donc les Jacksonville Jaguars, sur lesquels on s'est entendu tous ensemble, à peu près tous ensemble, pour les mettre assez bas. Donc ils se retrouvent effectivement 31e de notre classement. Avec une fiche qui, si je ne dis pas de bêtises, de 1-7, ce qui effectivement les place en bonne voie pour avoir un bon pic à la draft. Ouais, avec les 3 prochains matchs aussi, c'est pas clément, hein. C'est les Packers, les Steelers et les Browns. Bon, ça va faire mal pour les Jags. Du coup, alors 1-8, 1-9, 1-10. Ok, voilà, ça marche. Pour les prochains déplacements. Peut-être une victoire Cleveland, mais dure contre Green Bay et Pittsburgh. Oh, même Cleveland, je pense qu'ils peuvent pas se les faire. Hein. Franchement. Non. Non, ça passera pas du tout, on n'y croit pas, non. Non, là... Allez, on continue on est à la rank 30. Rank 30, nous avons l'équipe de football de Washington.
Donc c'est un nom copyright, hein, bien sûr. On n'utilise pas. Attention. Hein, faut être très attentif à tout ça. Donc effectivement, avec une fiche à 2-6 et un problème récurrent au poste de quarterback, puisque Dwayne Haskins ça marche pas, Kyle Allen sa cheville ne marche pas. On va dire un staff qui joue les nécromanciens et qui fait revenir Alex Smith d'entre les morts. 3 interceptions, c'est lui qui tue le match, c'est ballot. Difficile de voir, il y a des éléments prometteurs, il y a la D, quoi. Il y a la D, il y a Chase Young, il y a des trucs sympas. Après, tu as des fumbles rocambolesques qui durent 10 minutes, donc je sais, voilà. Washington, quoi. Désolé les fans de Washington, mais ça m'a l'air compliqué cette année et l'année prochaine, peut-être aussi, quoi. Donc, on va dire, c'est pas Project Champions pour la Washington Football Team. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne? Déjà, faudrait arrêter de casser tous vos joueurs, hein, premièrement. Ensuite, je pense qu'il faut reconstruire autour d'un quarterback et potentiellement un coaching staff un petit peu plus étoffé, je ne saurais dire. Mais effectivement, là, il manque d'armes. C'est dommage parce que sur le papier, il y a un Antonio Gibson, un très bon rookie au poste de running back. Il y a Terry McLaurin, très bon au poste de receveur. Je pense que ce qui manque, c'est un QB qui fait la différence déjà. Et peut-être dans l'ensemble sur une ligne un petit peu plus costaud. Il manque des playmakers, je pense. Il manque quand même à ce poste clé un playmaker au poste de QB au minimum. Voilà. Ouais, ce qui les sauve, c'est quand même leur défense. Hein. En début de saison, ils étaient costauds, ils étaient solides. Là, ils ont eu ils ont enchaîné avec quelques blessures qui leur a fait mal en défense. Depuis, c'est un peu moins la fête. Et effectivement, Ron Rivera, il vit pas une saison facile entre son traitement et des défaites à répétition. Donc, c'est pas ouf. L'expérience Dwayne Haskins, ils s'en mordent les doigts parce que c'était pas a priori, c'était pas la chose à faire. Ils ont perdu du temps sur cette expérience-là. Ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Faut passer à autre chose. Rivera a quand même été aux Panthers avec Allen. Il débarque à Washington avec finalement son ancien quarterback avec qui il a fait une saison en lieu et place de Cam Newton. Et finalement, arrivé à Washington, il replace son quarterback à niveau équivalent, voire sûrement meilleur du côté de Allen. Il le place qu'en deuxième rotation. J'ai pas compris le move en arrivant avec ton propre quarterback normalement et à installer un système de jeu qui était quand même relativement commun. Tu fais le choix à un niveau équivalent de garder Haskins qui était déjà là l'année dernière. Alors sûrement une question de vestiaire, mais surprenant comme choix. Et maintenant, Allen, de toute façon, il a la cheville dans le sac. Hein. Ouais, clairement. C'est terminé. Bon, pour l'instant, pas trop de disputes sur ces équipes-là. On sait qu'on va continuer encore pendant quelques choix. Avec Adri, d'ailleurs, on va rester du côté de New York. Ouais, avec notre deuxième équipe de NFC Est, hein, bien sûr, les Giants. Une petite fiche de 2 victoires et 7 défaites cette année, magnifique. Là, ils jouent les Eagles cette semaine, ensuite ils sont en pause, et ensuite les Bengals. Là, le problème, c'est qu'on parle d'équipes dans la what the fuck, hein, mais c'est des équipes en NFC Est qui pourraient très bien faire les playoffs, en fait, parce que la playoff dans cette division est ouverte. Donc, c'est très compliqué hein, pour nous, là. On fait peut-être un mauvais travail de journalisme, en fait. On ne sait pas, hein. C'est peut-être l'équipe de football de Washington hein, qui sera en playoff dans un mois. On va pas se prétendre journaliste, on va se prétendre plutôt fan du dimanche soir. Fan du dimanche soir. J'essaie de nous faire apparaître beau et tout, mais bon. Mais de toute façon, Adri, quand tu es là, tu remontes le level. Parce que s'il y a que moi, Eric, de toute façon, moi je me marre à chaque fois qu'Eric il ouvre la bouche. On passe à des batailles un peu tendancieuses sur les équipes. De toute façon, je deviens chauvin au possible. Donc, on lève le niveau de toute façon. Alors, là, on est sur les équipes what the fuck. On va commencer à rentrer dans des vraies différences de classement. Et notamment, toujours dans ces équipes un peu à la saison bizarre, Adrien, on enchaîne avec... les boys, hein. Les Cowboys de Dallas. The American Team. C'est vraiment un coup dur.
Comme d'habitude, en début de saison, on s'attend à ce qu'il fasse une saison fabuleuse. Comme d'habitude, ça part en couille. Comme d'habitude, il y a des problèmes dans le vestiaire. Bon, là, Dak Prescott, c'est pas un cadeau. Leur saison aurait été bien différente s'il avait pu rester au poste de QB. Ça, j'en suis sûr. Bon, bah là, c'est pas le cas, hein. Andy Dalton, le seul match qu'il fait, il est catastrophique. Les deux remplaçants, là, bah, c'est pas mieux. Et encore, Garrett Gilbert, là, il a proposé une vraie bataille face aux Steelers la semaine dernière. C'était improbable comme match, mais bon, on La comprend. question, c'est Dallas, bien évidemment, dans ce bas de tableau, mais see you next year ou what the fuck? Next year, ils ont trop de qualité dans l'effectif. Enfin, ils sont pas censés être là, quoi. C'est vrai. Ils ont trop de qualité. Il y a un Ziki, il y a un Cooper, il y a un CeeDee Lamb là, qui a fait un début de saison monstrueux. Il y a beaucoup trop de qualité. Bon, des défenseurs qui sont un peu en dedans là, cette saison. Van Der Esch qui est pas au niveau, qui continue pas. Pour avoir fait un week-end de fantasy avec Dallas en défense, j'ai morflé, ouais, effectivement. Ouais. Ah ouais, non, c'était pas le bon choix. Non. Non, voilà, c'est les Dallas Cowboys, non, on peut pas les mettre en what the fuck, c'est next year, c'est every year, c'est what the fuck next year, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, question que j'ai lue, pareil, hein, c'est pas des propos, disons, perso, mais j'ai trouvé la question intéressante. Est-ce que le projet Zeke Elliott n'arrive pas à son terme? Ouais, après, moi, je pense surtout, c'est que, voilà, un running back, en réalité, si tu prends les stats générales, t'en tires une très bonne année, une année potentiellement bonne, et puis après, des années zigzag, quoi, montagne russe. Un running back, c'est pas supposé être ton char d'assaut pendant 5-6 ans d'affilée, hein. Ça se trouve, Dalvin Cook, l'année prochaine, il fait de la bouse, ou alors il redevient un joueur mort. Non, faut me laisser dire les choses, Adrien. Faut me laisser Tiens dire. tes chevaux, Eric. Tiens, je ne tiens pas mes chevaux, monsieur. Non, mais voilà, est-ce que Zeke Elliott, c'est un projet, enfin, je pense pas que ce soit uniquement là que ça se construit, parce qu'au final, tu regardes Tony Pollard, il fait le taf aussi, hein. Certes, il va peut-être faire 80% de la production de Zeke, mais est-ce que ça suffit pas, en fait? Si tu as une bonne escouade offensive globale, c'est toujours cette question, hein. C'est pour ça que les gens veulent pas se mouiller sur les gros contrats, sur les running backs très facilement. C'est que derrière, il y a des réalités statistiques qui font que c'est pas un running back qui fait une équipe, quoi qu'on en dise, hein. Et d'ailleurs, Tony Pollard, là, quand il rentre sur le terrain en ce moment, et que t'as pas vraiment compris que c'était lui et que tu pensais que c'était encore Ziki, t'as l'impression que tu le vois quoi? Tu te dis, oh putain, mais Ziki, il est hyper rapide. Et puis 2 là, secondes non. après, tu dis, ah, en fait, non, c'était pas Ziki, c'était Pollard, ouais. Oui. Donc effectivement, cette saison, elle nous dit que c'est la fin de Ziki. Moi, j'y crois pas encore tout à fait. Je pense que c'est vraiment un des grands running backs de sa génération et qu'il est encore capable de rebondir. Bon, il a toujours été lourd, Ziki, là je le trouve particulièrement lourd et lent et pas très agile en tout cas. Ça n'a jamais été sa marque de fabrique, hein, bien sûr. C'est un mec, il est là pour rentrer dans le tas, courir entre les blocs et faire son trou sur la ligne avec de l'impact, bien sûr. Mais là, je le trouve pas explosif du tout cette saison. C'est ce qui lui manque, je trouve. À voir. Moi, je suis pas prêt pour l'enterrer en tout cas. Après, d'un point de vue purement statistique, il reste un running back top 10, hein. Ça, on peut pas le nier. Il doit avoir déjà 8 ou 9 touchdowns, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un problème en soi. Après, il y a eu quelques fumbles. Bon, ça plaide pas forcément pour son cas, mais Ezekiel Elliott n'est pas un problème pour moi. Mais c'est pas. Grâce Voilà. au fait qu'il est nourri et qu'il a des opportunités comme peu d'autres running backs aussi, quoi. Voilà. C'est toujours une question d'opportunité et d'efficacité. Là-dessus, Ziki, il est en dessous de là où il devrait être, je pense. Ouais. Intéressant. Et la deuxième question du côté de Dallas, bien évidemment, c'est dans quelles conditions physique va revenir Dak et surtout avec quel contrat? Exact. Ouais. Il aurait dû dire oui cet été. Il aurait dû dire oui. On peut pas savoir. Mais Jerry Jones a dit qu'il allait payer. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Jerry Jones. Ouais, voilà. Attention, c'est un requin, Jerry Jones, hein, faut pas oublier. Ouais. Bon. On reste avec toi, Adri, pour le spot 27. Alors, en 27, on a mis les Bengals. Hein, c'est notre consensus
à ce numéro-là, effectivement. Pour moi, c'était 27. Pour toi, Pierre, 25 et Eric, 26. Bon, écoute, on en parlait tout à l'heure, un Burrow qui fait le boulot et qui fait briller un peu les receveurs autour de lui, et notamment Tyler Boyd, là, qui fait une excellente saison. AJ Green qui revient petit à petit, T. Higgins, le rookie qui est présent aussi. C'est bizarre parce qu'ils ont les éléments pour être performants, avec un Joe Mixon qui est toujours là, mine de rien, au poste de running back, malgré sa blessure, bien sûr, dernièrement. Et Giovanni Bernard qui prend un relais. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu fais bien de terminer, mais l'absence finalement de Mixon sur les 2 derniers matchs, pas vu quoi. Franchement, Giovanni Bernard, il était déjà dans Hard Knocks quand c'était sur les Bengals d'ailleurs. C'était sa première année, mais ça a toujours été un mec très clean sur les stats, efficace. Enfin, il a été très très bon. Un des bons pics de fantasy d'ailleurs pendant l'absence de Mixon. Clairement. Les Bengals, what the fuck, next year. Next year, ça construit. Ouais, ça construit. C'était le plan de toute façon de cette année. Tout le monde savait que ça reconstruit. Là, je trouve, et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas les Bengals. Vraiment, c'est ça, dans la div. Oui, non, mais voilà, dans la div Steelers, Bengals, Browns, Ravens, vous savez, ça trash vraiment beaucoup. Et Bengals, vraiment, ça passe pas avec moi en général. Mais là, pour le coup, ils sont vraiment sur un projet qui peut être intéressant s'ils arrivent à donner une bonne protection à Joe Burrow. L'année prochaine, je pense que ça peut revenir à vraiment un niveau assez intéressant pour qu'on dise que notre div soit la plus compliquée de toute la ligue, quoi. Donc, vivement. Voilà. Il faut parler de leur résultat aussi, hein, parce que ils s'en sortent mal, hein, à 2-7. C'est mal payé. C'est mal payé, ouais. Première semaine, ils perdent à 3 points contre les Chargers. Semaine 2, ils perdent à 5 points. Ensuite, un tie contre les Eagles. Ils perdent ensuite à 8 points. Bon, ils prennent une poutre face aux Ravens après. 4 points contre les Colts. 3 points contre les Browns. Donc, c'est vraiment à chaque fois une possession ou moins. Bon, il pourrait très bien être à 4-5 en ce moment, quoi. Ouais, mais ils sont à 2-5. C'est très proche. Mais n'oublie pas le calendrier. Ils vont jouer quand même la Washington Football Team et les Giants. Yeah. Donc ça, c'est 2 victoires a priori. D'ailleurs, c'est 2 fois sur les journées. C'est quoi? C'est avec Pittsburgh, Washington et New York. Bon, Pittsburgh, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être la fessée. Et encore que, quand je vois ce que Dallas a réussi à produire face aux Steelers, bon, je me pose des questions. Mais ouais, Washington et Giants, ça devrait être 2 victoires normalement pour les Bengals. Ça devrait. Ouais, je pense que ça devrait être ça. Donc c'est pas dégueu pour une équipe en reconstruction, quoi. Première dispute de cette séquence Power Ranking avec à la place 26 avec la moyenne qui a été attribuée pour San Francisco, les gars. Pourquoi vous avez mis San Francisco si bas? Problème de blessure, clairement. C'est pas contre eux, hein, mais les éléments se sont liés contre les Niners cette année. Bon, gros coup dur après leur Super Bowl de la saison passée, bien sûr. Hein, on peut pas s'attendre à ce qu'une équipe soit au fond du trou comme ça. Là, c'est le cas, malheureusement. Voilà, des grosses blessures derrière-moi, là, ça va rien améliorer, hein, avec un Garoppolo qui fait, malgré le fait qu'il fait une mauvaise saison, je pense que c'est quand même mieux qu'un Nick Mullens. George Kittle, qui est un peu le gars sûr de l'attaque, ciao, bonsoir. C'est très très compliqué pour les Niners, c'est pas de leur faute, c'est des blessures. Un Richard Sherman qui était indisponible pendant des semaines, même s'il est plus à son niveau d'antan, j'entends bien. C'est très très compliqué pour les Niners cette année, je pense que ça mérite pas beaucoup mieux. Tu les vois très très beaux, Pierre, là, pourquoi ça? Tout simplement parce que ils vont retrouver du jeu au sol. La Coleman et Mostert sont sur le chemin du retour. On sait que bien évidemment au niveau Garoppolo, pour le moment c'est un petit peu tendu, mais il n'empêche que j'ai trouvé Mullens relativement bon pour prendre les rênes d'une équipe vice-championne présente au Super Bowl, et j'ai toujours une petite alerte pour parier contre le cœur d'un vice-champion. Los Angeles avait déjà fait le coup avec les Rams et pour le coup eux s'étaient plantés. Maintenant, je pense que le fait de retrouver le jeu au sol à nouveau avec 2 porteurs va normalement
stabiliser un petit peu cette attaque. Et donc voilà, je les vois un peu plus stabilisés sur la deuxième partie de saison. Maintenant, dans la NFC West, le problème pour se qualifier, c'est que c'est les Rams, c'est les Cardinals et c'est les Seahawks. Donc effectivement, ça sent le no-go playoff, ou en tout cas difficile pour San Francisco, sachant que si on regarde du côté du calendrier, on a New Orleans, on a les Rams, sûrement déjà pour un match très important, et on aura quand même un bye week qui va permettre normalement de soigner un peu les esprits, de prendre soin des corps, qui pourrait leur permettre d'enchaîner sur une deuxième partie de saison. Le problème à mon avis, dans cette conférence, dans cette NFC West, là, cette année, c'est le problème de concurrence. C'est-à-dire que même s'ils stabilisent l'équipe, ils iront pas chercher une place en playoff. Malgré tout, voilà, next year à San Francisco. Mais je pense quand même que le retour de Coleman et Mostert va normalement stabiliser cette offensive. C'est un bon point. Next year pour San Francisco. C'est la piquette. C'est la piquette pour les Niners, c'est tout. Mais de toute façon, il n'y a pas assez de place. Moi, je serais d'avis qu'on vote pour enlever le spot de playoff de la NFC East et de la transférer sur leur div à eux. Ce sera plus intéressant, je pense. Voilà. C'est tout. Tout le monde s'en fout de voir les Eagles ou les Cowboys en playoff cette année. Ils feront rien. Donc, c'est quand même assez rigolo. C'est qu'on a les Eagles qui sont leaders de la NFC East à 3-4-1. On a Washington potentiellement aussi qui pourrait potentiellement arriver derrière à 2-6. Donc en fait, le meilleur de la NFC East serait au dernier ranking de la NFC West quand même. Hein. Donc effectivement, c'est assez spécial. Est-ce qu'on verrait pas 3 équipes de NFC West en playoff là? Est-ce que c'est possible? Quelle configuration il faudrait ça? Là, c'est écoute, la bombe, tu sais, la bombe qui est pas préparée pour la réponse. Seahawks, Cardinals, Rams. C'est une configuration spéciale, hein, je crois, pour que ça puisse arriver. Bah écoute, le premier de division et puis 2 en wildcard quoi. Bon, de toute façon, tu dirais, il y a tellement peu de victoires en FCS, c'est pas impossible. Je vous rappelle que les Eagles vont en playoff l'année dernière avec 9-7, hein, et en plus, ils se font poutrer, donc, et Carson Wentz est blessé, surprise. Et là, ils vont y aller à 6-10, tu vas voir. Oh, ça serait tellement horrible, mon Dieu. C'est déjà arrivé une fois avec les Seahawks, quand ils étaient encore mauvais. Ils sont allés en playoff avec un record négatif. C'était très drôle. Un petit 7-9 comme ça, ouais. Un truc dans le genre, c'était extrêmement drôle. Bon, ils se sont fait torcher, mais bon... Tout peut arriver en NFL. C'est fun fact. La comeback team, on enchaîne avec la comeback team, c'est comme ça que je les appelle parce que ils sont dans le 4e quart-temps d'une efficacité assez effrayante. Ils ont la moyenne de notre 25e position. C'est l'équipe des Lions de Détroit. Ouais. Eric ou Adrien, peu importe qui. Vas-y, Adrien, je t'en prie. Hein. Écoute, c'est une équipe médiocre et décevante, je trouve. Matt Patricia a rien montré en fait en étant chef de cette équipe-là, en étant entraîneur-chef. Il a rien montré et je pense que ça va sonner la fin de cette expérience Matt Patricia du côté des Lions si ça continue comme ça le reste de leur saison. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en fait. Un Matthew Stafford qui continue à performer quand il n'est pas blessé bien sûr, mais son talent continue d'être gâché, ça reste compliqué. Bon, je pense que le chat de Eric est d'accord avec moi, a priori. Mais tu parles des Lions, du coup, il y a des félins, je vois qu'est-ce que tu veux? Du coup, le chat... Il dit quoi, les Lions, quoi? Non, c'est un supporter des Panthers, donc voilà. Non. Oui. Non, écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur les Lions, à part que ça continue à être médiocre et que je trouve ça dommage et qu'il faudrait passer à autre chose. Et pour moi, c'est même un what the fuck et c'est pas du tout un next year parce que dans cet état-là, next year, ça donnerait rien non plus. Surtout que là, effectivement, ça manque de key player, même si j'ai beaucoup apprécié le dernier match de Marvin Jones. Qui a été très très bon. On sait que l'expérience Adrian Peterson, c'est pas du long terme, forcément. Et sur la défense, il me semble que c'est pas flamboyant non plus. Quand tu te fais torcher 250 yards par Cook, c'est pas flamboyant, effectivement. Ouais.
je vais prendre les stats, effectivement. C'est une des pires défenses de la ligue, avec notamment 392 yards par match concédé au total. Donc c'est assez terrible, effectivement. What the fuck ou next year, alors, les gars? What the fuck? Ouais, honnêtement, je pense que c'est un what the fuck intemporel, les Lions. Au final, il y a eu des bons joueurs aux Lions, il y a eu des grands noms, mais ils n'ont jamais rien fait. Donc, en tout cas, dans l'ère Super Bowl, ils n'ont jamais rien fait. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils continuent. Il faut qu'ils fassent autre chose pour le moment. Enfin, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le problème, c'est que là, Matt Patricia, ça les aide pas, ça les bloque clairement. Parce que Matt Patricia, sa philosophie, c'est bon, bah, qu'est-ce que faisaient les Patriots pour gagner? Bah, je vais faire la même chose, mais en un peu moins bien. Voilà. Donc, ils recrutent la moitié des vieux. Voilà, ils récupèrent la moitié des vieux joueurs des Pats en se disant ouais, attends, ça va trop marcher, ça va être trop bien. Puis ça fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Next year, et puis next 10 years aussi. De toute façon, je pense pas qu'on les verra faire, à moins d'un grand changement de philosophie, je pense pas qu'on les voit faire quelque chose de complètement foufou, hein, les Lions. Hein. On n'a pas du tout entendu parler, en tout cas sur les grosses rumeurs sur la trading deadline, on n'a pas du tout entendu quoi que ce soit du côté Lions. Donc vraisemblablement, ça va se terminer comme ça cette année. Hein. Qu'est-ce que là? Mais tu vois pas que je on bouge. On arrive du côté les génies de la off-season. Les magnifiques GM qui s'est fait lourder d'ailleurs, mais on est ensuite à la place 24 avec les Texans. Adri, cette fois-ci peut-être. Bah écoute, les Texans, je suis très partagé sur cette équipe-là parce qu'ils ont encore une fois les pièces au poste clé pour faire le boulot. Je pense que le départ de B.O.B. leur a fait du bien. Même si c'est Romeo Crennel qui est là, qui a récupéré le poste d'head coach. Bon, il n'est pas tout blanc dans ses nouvelles défaites à répétition. Mais je suis pas... Bon, là, cette année, c'est raté. Hein. Il y a plus grand-chose à sauver, je pense, pour les Texans. Mais ça reste une bonne équipe, en fait. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais voilà, c'est Deshaun Watson... C'est Deshaun Watson, c'est Will Fuller, c'est Brandon Cooks qui fait une bonne deuxième moitié de saison. David Johnson, bon, fin de carrière tout doucement pour lui. Hein. La défense des Texans qui commence à trouver son rythme plus ou moins, mais c'est pas encore ça. Pour moi, ils vont faire une deuxième moitié de saison bien plus bonne, bien meilleure, que la première, mais ça reste une équipe à 2-6 et c'est mauvais 2-6. Donc, bon, next year, oui, c'est pas un what the fuck, c'est du next year, c'est de la reconstruction avec un nouveau coach. C'est forcément de la reconstruction à ce stade-là, de toute façon. Du coup, hop, next year pour Houston. C'est 2 défaites sur les 2 victoires sur les 4 derniers matchs, donc bon, c'est. C'est Cleveland, New England et Detroit. Ça peut peut-être se rattraper du côté de New England, Detroit. Ça peut peut-être aller chercher 2 victoires quand même. Ouais. Clairement, ils ont un schedule plutôt flex et plutôt facile jusqu'à la fin de saison, à part en semaine 17 avec un gros match contre les Titans. Ça peut se jouer, je pense, pour une belle fin de saison des Texans. Donc oui, c'était quoi la catégorie numéro 3 là? Vous les aviez mis, c'était Why Not? Why Not pour une place en playoff? Compliqué. Dur. Le problème des playoffs, c'est encore une fois, c'est que devant, tu vas aller chercher Tennessee et Indianapolis quand même, qui sont à 5-3 et à 6-2. Si le calendrier le permet, passer devant les Colts, c'est faisable. Hein. Ça pourrait se faire. Hein. Parce que c'est pas non plus... c'est pas injouable. Hein. Et encore une fois, avec cette 7e place... ce sera Tennessee, Green Bay, Tennessee? Non. Il y a peut-être une erreur dans le... Adri, sur le document, il y a marqué Tennessee, il y a marqué 2 fois Tennessee, mais c'est pas... Si. Alors, c'est leur double choc de division en 3 semaines, effectivement. Ah ouais, donc effectivement, peut-être que les Colts sur ce double choc de division peuvent laisser filer une passe en playoff. Pas impossible, hein. Et puis avec la 7e...
Pardon, avec la septième place de conférence, par conférence en wildcard, c'est encore possible en fait. Ils peuvent très bien finir à 9-7. Pourquoi pas avoir une place à 8-8, hein, ça pourrait se voir cette saison des équipes de wildcard à 8-8, pourquoi pas. Alors, Mais est-ce qu'on faut touche rêver. Moi je vote why not. YOLO. Eric est tiraillé. Eric est tiraillé, les gars. Je le vois. Il est pas bien. Il est pas bien. Ouais, parce que le truc, c'est que Deshaun Il est Watson, réconforté, il est pas bien. je suis pas bien. J'ai envie de mettre Why Not, mais même si là, pour le moment, le record nous laisse montrer que c'est plutôt un next tier, mais j'ai bien envie de buy le Why Not. Parce que les Colts, c'est quand même pas foufou, hein. Ils sont à 5-3, certes, respect et tout ça, mais il y a quand même des difficultés. Hein. Il y a quand même des difficultés. À la moyenne de nos classements, il y a quand même 10 spots d'écart entre Houston et Indianapolis sur notre classement. Ce qu'on n'a pas dit sur les Texans quand même, c'est que ils se cachent pas qu'ils sont en reconstruction là, dès l'année prochaine, avec les rumeurs de trade de JJ Watt qui veut jouer pour un contender en playoff bien sûr et pour un contender au Super Bowl. On les glisse, on fait les fous. Allez. Non, next year. Allez, next year, franchement. Allez, ça construit. Next year, ça construit. Ça marche. Je vous propose qu'on aille maintenant sur 3 prochaines équipes afin de rentrer dans le top 20 pour conclure cette première partie. Et on va aller vers, on en parlait beaucoup dans l'introduction, du côté de New England. Eric. Ouais. Effectivement, compliqué New England cette année, depuis le départ de Tom Brady, la Covid qui frappe, les opt-out, quelques blessures, des rumeurs de trade, etc. Ça fait beaucoup, et le projet Cam Newton visiblement montre ses limites. Je rappelle que si ça n'avait pas été pour le génie offensif d'Adam Gaze, les Jets auraient sûrement gagné ce match. Et donc, quand tu perds contre les Jets, normalement, tu te remets quand même un petit peu en question. Et là, les Jets, la saison est terminée, c'est fini. Normalement, tu perds les Jets, tu te mets au forfait. Tu vois, tu dis non, les gars, c'est forfait, c'est bon, on laisse tomber, on verra l'année prochaine. C'était une belle saison. Voilà, c'était fun, on a rigolé. Voilà, on s'est bien marré, on a fait un peu de football, on se sent mieux, on a fait du sport, tout ça. Mais là, je pense que les Pats sont arrivés à un moment critique où on faut se poser des vraies questions parce que gagner de 3 points face aux Jets, offensivement, c'est vraiment pas foufou. Hein. Enfin, même défensivement, déjà, on savait que ça avait perdu un petit peu de niveau parce que les gens se sont un peu adaptés à la façon dont on va dire, les schémas de couverture sont gérés. Et du coup, pas mal d'équipes offensivement se sont un petit peu adaptées. Mais techniquement, il n'y a pas grand-chose en offense en fait à se mettre sous la dent. Je trouve que c'est vraiment très lourd comme style de jeu. Je suis vraiment pas spécialement attiré par le style de jeu qui est développé à l'heure actuelle. Et de toute façon, voilà, Cam Newton, je pense que c'était une expérience pour faire une transition. Et je pense que c'est vers là où se dirigent les Pats, quoi. C'est vers de la transition. Il a un an de contrat d'ailleurs. Ouais. Adri, toi, on t'a vu notamment en fantasy, mais on t'a vu très believer du projet Cam Newton. Oui, surtout en fantasy en fait, hein, parce que moi, bien sûr, en fantasy, les coureurs les quarterbacks qui courent, ça m'intéresse. J'étais très agréablement surpris par le début de saison, par les 2-3 premiers matchs. Après ça, c'était assez catastrophique avec bien sûr du Covid et des blessures et des matchs catastrophiques entre-temps, avec un Cam Newton qui, en plus de perdre les matchs fantasy, a perdu les matchs pour les Pats. Bon, c'était très compliqué, et pour rester sur les Pats, effectivement, c'est la fin d'une ère. Hein. Ils ont plus rien au poste de receveur. Julian Edelman est sur sa fin de carrière, il est tout le temps blessé, il est fatigué, ça se voit. Cam Newton, c'est la même. Le trio, voire le quatuor de coureurs, il n'y a pas d'identité de leur côté. Ça a toujours été la marque de fabrique Belichick, hein, de pas laisser les adversaires l'option de savoir ce qui allait se passer, en tout cas avec ces running backs là. Là, ça montre ses limites, comme l'a dit Eric, c'est très très compliqué. Bon, Bill Belichick, moi, comme je le disais en intro, hein, je suis pas déçu, mais bon,
c'est dommage d'enchaîner une saison comme ça, surtout que je pense qu'il voulait prouver à ses détracteurs que même sans Brady, il pouvait réussir quelque chose de bien. Bon, c'est pas du tout le cas, et c'est une sale saison à oublier pour les Patriots, et ça doit faire du mal à tous leurs fans, parce qu'après 2 décennies de bulldozer, en fait, hein, sur leur division, et presque leur domination, ouais, sur leur division et même en conférence, bah voilà, c'est la fin, il faut passer à autre chose, il faudra retrouver un nouveau Tom Brady, et ça arrive pas tous les ans, je pense. Alors, on arrive encore quelques équipes avant ce top 20, et nous allons notamment aller du côté de Denver, les gars. Et oui, Denver. Effectivement, Next. Denver, next year. Il y a des bonnes choses à Denver. Il y a Drew Lock à Denver, il y a Jerry Jeudy, il y a Tim Patrick, il y a Noah Fent. Il y a des trucs sympas à Denver à voir. Il y a une défense correcte, même si ça pourrait être un petit peu plus élevé. Bon, ils ont perdu, comment il s'appelait, c'est quoi, Chris Harris Jr. qui est parti aux Chargers, je sais plus maintenant. Donc effectivement, voilà, il y a des postes à remplacer. Mais en tout cas, moi, quand je vois jouer Drew Lock, je suis assez content. Il y a des petites erreurs de jeunes joueurs qui sont notables, mais en tout cas, je pense que la franchise a trouvé un quarterback plus que compétent qui pourrait s'avérer vraiment sur le long terme être un très bon deal. Donc voilà, ils sont un petit peu, on commence tout juste à arriver vers les équipes où on ne sait pas trop, mais si c'est du next year, ou s'il y a une vraie chance d'aller au playoff. Là, à 3-5, en sachant qu'ils vont devoir jouer, si je ne dis pas de bêtises, Raiders, Dolphins, Saints, c'est un petit peu compliqué pour les voir en playoff, mais un next year peut-être, si on consolide sur certains postes en défense, certains postes clés, et potentiellement sur la ligne offensive. Donc je suis assez positif sur les Broncos, même si là, cette année, ça ne se traduit pas en grosse victoire, quoi. Alors là, ensuite, on va aller du côté de Philadelphie. Et là, pour le coup, surprenant, puisqu'on en parlait juste avant, c'est le classement qui va leur permettre, j'imagine, why not pour les playoffs, mais pas vraiment satisfaisant, Adri. Oui, alors bien sûr, par défaut, c'est un why not parce qu'on parle de la NFC Est. Mais non, il n'y a rien de satisfaisant. Bon, les blessures ils sont pour quelque chose, bien entendu, parce que le corps de receveur est juste déboîté de chez déboîté depuis le début de saison. Et ça aide pas. Miles Sanders, là, dernièrement aussi, qui est blessé. Carson Wentz qui fait des matchs sans, des matchs avec. C'est décevant aussi de sa part, je trouve, son développement. Carson Wentz, on pouvait s'attendre à mieux après un quarterback qui est dans la ligue maintenant depuis 4-5 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, bien sûr, c'est why not parce que leur division le permet. Bien sûr, c'est décevant et c'est médiocre, malheureusement. C'est pas toute leur faute. Merci les blessures, ou tant pis pour les blessures. Mais voilà, why not pour les Eagles, bien sûr. Et on terminera cette deuxième partie de tableau, ce top 20, notamment avec les Chargers qui surprenamment, de façon surprenante plutôt, on va se mettre à parler français, c'était mieux, de façon surprenante, les Chargers qui ne sont qu'à 2-6, mais qui finalement se retrouvent dans le power ranking un peu dans le ventre mou du classement, et notamment, si je dis pas de bêtises, Eric, toi, ils étaient au top 20 et Adri au top 8. Eric, pardon, pourquoi ce top 20 malgré un 2-6 en résultat? Alors parce que, un petit peu à l'image des Bengals, c'est une équipe qui ne pourrait être à 2-6 autant qu'il pourrait être à l'inverse, quoi. Enfin, plutôt sur au moins 4 victoires. C'est toujours des défaites de très peu de points, avec toujours des matchs assez à suspense. Et surtout, c'est la révélation Justin Herbert. Pour info, enfin pour moi en tout cas, comment je le conçois, s'ils avaient gardé Tyrod Taylor toute l'année, qui est un prototype du game management, des trucs sans risque, plan, on y va, le 2-6 serait complètement mérité. Avec Justin Herbert, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il tente vraiment des choses. Et puis pour un rookie qui, en plus, vient d'Oregon, parce qu'on connaît le succès des quarterbacks d'Oregon en NFL en général, voilà, il est inexistant. Mais là, en tout cas, un très bon produit d'Oregon et qui fonctionne très bien, que ce soit avec Kyle Allen, que ce soit avec Mike Williams, que ce soit avec le Ty Hunter Henry. Ça fonctionne très très bien. Donc,
je pense que ce 2-6 n'est pas le reflet exact du vrai potentiel de cette équipe. Donc si c'est un why not playoff, mais ça me paraît compliqué vu la division dans laquelle il se trouve, c'est assurément... Voilà. C'est ça le problème, c'est les deux autres dans la div, c'est compliqué. Mais en tout cas, un next tier, ça sent plutôt bon pour un next tier. Ça sent plutôt bon pour un next tier en tout cas. Toutes leurs défaites se jouent à 7 points au moins. C'est quand même à noter, hein, parce que c'est un peu les Falcons bis cette année, qui te choquent les fins de match, ou alors qui peuvent vraiment revenir en fin de match, mais qui sont à très peu de choses de ça. Donc ça reste une équipe hyper intéressante. Et la perte d'Eckler leur fait du mal, et ils n'arrivent pas à retrouver une vraie qualité au poste de coureur, donc c'est dommage pour eux. Donc malgré tout, ça va être court pour les playoffs next year. Ouais, next year. Le truc, c'est qu'il y a Chiefs et Raiders, quoi. Donc, franchement, compliqué. Hein. Les spots sont déjà assez attribués. Ouais. C'est cool. Donc, je vous propose de faire une pause dans ces premiers Power Ranking. On a vu ensemble le top 20 en partant du bas, le lose 20, on pourrait presque dire, avec ce classement. On se retrouve dans la deuxième partie très vite pour attaquer le top de la ligue, notamment avec les prétendants au Super Bowl, les playoffs et les équipes qui pourraient potentiellement se faire un spot. On se retrouve dans la deuxième partie très vite.